Salut la Bulls Nation, j'espère que vous allez bien, au moins aussi bien que les Bulls qui continuent ce long road trip à l'ouest. On avait parlé dans la dernière vidéo des matchs à Houston qu'on avait perdu, puis du sursaut 2 jours plus tard à Utah. Et là, on a continué avec un back-to-back à Phoenix et à Sacramento. Back-to-back pas si évident que ça sur le papier, parce que mine de rien, c'est 2 équipes, plus les Bulls, 3 équipes qui jouent pour se positionner le mieux possible au play-in. Donc 3 équipes avec des bilans et des parcours assez similaires tout au long de la saison. Donc voilà, un niveau relativement proche, on va dire. Et on s'en est plutôt bien tiré au final, hein, avec une victoire, une défaite. Même si ça n'a pas été si simple que ça dans le jeu, parce qu'on a quand même connu pas mal de grosses difficultés. Le match à Phoenix mercredi soir, ça a été ça a été un peu compliqué quand même, hein. Il y a eu le retour de Josh Giddey côté Bulls, qui revenait après un peu plus d'une semaine d'absence avec sa cheville droite qui avait tourné avant le début du road trip. Et donc pour ce match-là, il revenait en tant que bencher parce que voilà, il voulait pas le mettre titulaire d'entrée, observer un peu comment il allait réagir avec cette cheville, etc. Et faire en fonction. Il n'a pas joué le match du lendemain, mais on va revenir sur ça après. On va d'abord évidemment parler du match contre Phoenix. Un match contre Phoenix qui s'est défaite là-bas, euh, qui s'est joué sur deux éléments principalement. C'est d'abord les pertes de balles et donc le nombre de points qu'on a encaissé sur ces fameuses pertes de balles, notamment en première mi-temps. Mais au final, on a perdu 13 ballons sur ce match-là, donc pas tant que ça au final, mais c'est parce qu'on a été mieux en deuxième mi-temps. En première mi-temps, on a enchaîné les turnovers dans tous les sens. Et on a encaissé 23 points sur ces 13 ballons perdus. Ça fait quand même beaucoup. Et l'autre élément qui a fait la différence en faveur de Phoenix, c'est les rebonds offensifs. Parce que, et surtout donc les points que les Suns ont inscrits sur ces secondes chances qu'on leur a concédées. Les Suns ont pris 13 rebonds offensifs. Et tu as l'impression qu'à chaque fois qu'ils prenaient un rebond offensif, ils mettaient un panier à 3 points derrière. Et donc forcément, ça nous a pas aidé, quoi. Nick Richards leur a fait beaucoup de bien. Il a pris 5 rebonds offensifs sur les 13 de l'équipe. Et puis derrière, voilà, comme je disais, tu as l'impression que tu prenais un 3 points à chaque fois, quoi. Notamment par Devin Booker qui en a mis 6 paniers à 3 points et qui a fini avec 41 points, dont 20 dans le quatrième quart-temps pour vraiment bien nous la faire à l'envers. Il n'était pas le seul, hein, il n'était pas le seul. Kevin Durant a fait 3 sur 7 à 3 points. Un surprenant Ryan Dunn a fait 2 sur 4 à 3 points. Et lui aussi a fait beaucoup de bien aux Suns, tout comme Nick Richards, en l'absence de Bradley Beal. Donc voilà, entre toutes ces pertes de balles et tous ces rebonds offensifs qu'on a concédés, forcément ça aide pas à faire en sorte que le match tourne en notre faveur, quoi. On a passé la grande majorité du match derrière à faire la course. On a eu du mal à mettre du rythme, à faire circuler la balle comme on le voulait, à trouver des bons shoots de manière régulière. Parce qu'en première mi-temps, c'était voilà, un bon shoot par-ci, un bon shoot par-là, mais de manière continue, on a eu du mal à vraiment imposer notre jeu. Il y a notamment le passage de Dalen Terry chez lui, parce que voilà, il est de l'Arizona, il a fait sa fac à Arizona, etc. Il avait plein de familles en tribune, plein de potes. Euh, il a joué les 5 premières minutes du deuxième quart-temps. 2 pertes de balles débiles où il fait les passes quasiment à l'adversaire, une faute, on l'a plus revu. Voilà, il a joué, il est ressorti au bout de 5 minutes, on l'a plus revu du match et voilà, merci au revoir Dalen parce que c'était quand même assez brouillon, assez laborieux. Après, c'était pas le seul sur cette première mi-temps à vraiment galérer côté Bulls, hein. On a, on a été mieux en deuxième mi-temps, heureusement, parce que on a réussi à limiter les pertes de balles. Josh Giddey a fait un match extrêmement solide dans l'organisation. On a vu qu'il était quand même bien en jambes, même si il n'a pas autant attaqué le cercle que sur les matchs avant sa blessure. Là, il s'est contenté de mid-range, de shoot à 3 points. Il a quand même été très bon, hein. Il a fini avec 22 points à 10 sur 15 au shoot. Mais il n'a pas attaqué le cercle, hein. Il a pas provoqué de lancer franc. Il s'est contenté voilà, de mid-range et de shoot extérieur. Et voilà, 10 sur 15 au shoot. Comme je disais, 7 rebonds, 7 passes décisives, 2 interceptions. Donc il a quand même fait son taf. Il a fait un gros match. Trey Jones signe 9 passes décisives et 12 points aussi. Donc les meneurs ont quand même fait en sorte que la balle
a tourné, on a trouvé des bons shoots, mais c'est surtout sur la deuxième mi-temps et quand on a réussi à limiter les pertes de balles et qu'on a pu mettre un peu plus de rythme, parce qu'en première mi-temps, ça a vraiment été très 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 compliqué. Et donc, grâce à ça, on a quand même réussi à revenir un petit peu dans ce match. Kobe White a attaqué un peu plus le cercle et a été capable d'aller chercher des N1. Vucevic a profité du fait que les défenses le laissaient un peu seul à 3 points. Il a mis quelques paniers à 3 points. Je crois qu'il finit à 4 sur 8 sur ce match-là. Kobe et Vooch finissent avec 24 points tous les deux. Et on revient petit à petit grâce à ça. Phillips met un bon panier à 3 points dans le quatrième quart-temps aussi. Kobe met un shoot à 8 mètres pour essayer de relancer le suspense à 30 secondes de la fin où on revient à -4. Mais derrière, bon, Phoenix panique pas vraiment, arrive à trouver des espaces pour aller attaquer le cercle et mettre des layups parce qu'honnêtement, notre défense tout au long de ce match-là, elle aura été beaucoup, beaucoup trop permissive. On a à aucun moment été capable de vraiment enchaîner plusieurs stops et vraiment mettre à mal l'attaque de Phoenix et véritablement se relancer dans ce match-là, quoi. L'écart final est de 6 points, 127-121, mais ça ne reflète pas la différence d'effort qu'il y a eu entre les deux équipes, où Phoenix a été beaucoup plus présent sur les hustle plays. Ils ont récupéré beaucoup de rebonds offensifs, comme on l'a déjà dit. Donc, et ils ont profité de nos erreurs, tout simplement. Avec tellement de pertes de balles et tellement de rebonds offensifs concédés, c'est difficile, euh, même en shootant avec des bons pourcentages, parce qu'on a shooté à plus de 54% sur ce match-là, mais tu t'offres pas une chance de gagner ce match-là en étant aussi permissif défensivement. Et donc, bah voilà, même en shootant à 54,5% et en shootant à 39,5% à 3 points, et ben tu gagnes pas ce match parce que bah voilà, il y a trop d'erreurs tout au long du match pour vraiment être capable de s'offrir une chance de le gagner, tout simplement. Quand tu laisses autant de rebonds offensifs à une équipe où il y a Booker et KD en face qui sont capables de punir, bon bah voilà, tu te mets pas dans les meilleures dispositions, quoi. Et c'est mine de rien, je m'en étais pas rendu compte, mais les Suns de Phoenix, c'est une méga bête noire face à nous. Euh, Après le match, j'ai eu un tweet d'un insider qui disait que c'est la 11e défaite consécutive face aux Suns. Donc je suis quand même allé vérifier un peu tout ça, j'ai remonté un peu dans le temps. On n'a plus battu les Suns depuis 2019. C'est quand même assez hallucinant comme série. Et pour remettre le truc en perspective, moi j'étais allé voir un match des Bulls contre les Suns en 2018, en novembre 2018. On avait gagné ce match-là, avec Jabari Parker qui a frôlé le triple-double. Dernière victoire de Fred Hoiberg en tant que coach des Bulls, donc c'est pour trop situer le truc quand même. Depuis, on les a battus qu'une fois, c'était en 2019, donc l'autre match de cette saison-là, 2018-2019. Depuis, depuis qu'on a Billy Donovan en coach, on n'a pas battu Phoenix une seule fois. Histoire de mettre le truc en perspective, quoi. C'est quand même ouf. La série de défaites face à cette équipe, alors il y a eu des matchs perdus en prolongation, des matchs perdus de 2, 3, 4, 5 points, et puis d'autres où on a pris des blowouts, mais c'est quand même ouf de se dire qu'on n'a pas battu Phoenix depuis 2019 quand même. Et je m'en suis rendu compte, voilà, ils l'ont dit hier soir après le match qu'on a perdu, et je fais merde quand même, c'est. Voilà. C'est, c'est, c'est une série qui est quand même assez négative, ce serait cool de la, de la briser à un moment donné. Il faudra attendre la saison prochaine pour espérer peut-être mettre fin à cette série un peu étrange, mais bon, bref. Et donc le lendemain, on était à Sacramento, démarre, Zach LaVine, les retrouvailles, etc. Il y avait beaucoup de storylines intéressantes sur ce match-là à ce niveau-là. Josh Giddey qui loupait le match, laissé au repos parce que bah voilà, il préférait pas lui faire jouer un back-to-back tout de suite après son retour, mais il est espéré pour jouer dès samedi soir face aux Lakers, donc ça devrait le faire. C'est pas une rechute, c'est pas un truc où il s'est reblessé ou quoi. C'est juste précaution, repos. Il a joué un match, pas le faire rejouer 24 heures plus tard, donc voilà. Euh, du côté des Kings, Zach LaVine était absent la veille, parce que les deux équipes donc étaient en back-to-back, et les Kings, sans Zach LaVine et sans Sabonis, qui est blessé, touché à la cheville, et lui est absent pour une dizaine de jours, ont quand même battu les Cavs la veille. Donc, tu arrives sur ce match-là en disant, toi tu viens de perdre à Phoenix, c'était pas évident. Eux, ils viennent de battre les Cavs à domicile, donc ils voyagent pas, ils sont là, c'est deux matchs, c'est un back-to-back à domicile pour eux. Toi, tu arrives, tu as voyagé en pleine nuit, et tout de suite, dès le début du match, tu sens que les Kings sont plus en forme, mieux reposés, parce qu'ils nous ont mais littéralement bombardés. Bombardés. Leur entame de match est hallucinante d'adresse extérieure. 11
sur 17 à 3 points dans le premier quart-temps. 4 sur 4 pour Trey Lyles, 5 sur 7 pour Malik Monk qui a mis les 4 premiers de mémoire, voire même les 5 premiers. Bombardement. Bon, faut dire aussi que défensivement, on a été catastrophique. Hein. Je sais pas si, tu vois, on était dans la lignée du match à Phoenix de la veille. On s'est dit la défense, c'est en option. Les shooters, ils sont totalement ouverts. On vient pas mettre une main à faire les contests parce que on est en retard systématiquement. On veut switcher tout ce qu'on fait. Moins de pick and roll, boom, switch. Il n'y a aucune lutte pour essayer de passer sous les écrans, essayer de rester près du gars, le coller, faire un contest. Non, non. Les Bulls, mais c'est régulièrement toute la saison, ça a été ça. Et c'est pour ça aussi qu'on est une des pires défenses. Switch en permanence. euh, et derrière, bah, tu vois, t'arrives pas à être à temps pour venir faire le contest, faire le close-out. Donc les mecs, ils ont bombardé, mais bombardé. On a été trop lent, quoi. Donc les Kings se régalent. Et pourtant, leur défense, elle n'est pas folle non plus. Sauf que eux, c'est pour protéger leur cercle qu'ils ont du mal. Euh, on va chercher beaucoup de points au cercle, mais du coup, on échange des 2 points contre des 3 points, et donc forcément, on se retrouve largué assez rapidement. On est mené 38 à 29 après le premier quart-temps, ou 39 à 28, je sais plus. Ouais, 39-28, je crois. Et même au milieu du troisième quart-temps, on est mené de 19 points, 59 à 40. Et là, tu te dis, wow, la soirée, elle va être longue si ça continue comme ça, quoi. Mais c'est là qu'on amorce le comeback. Et un des facteurs qui amorce le comeback aussi, il faut le dire, c'est pas juste les efforts qu'on a fait, etc. Même si ils sont là, on a fait des efforts, on a été mieux pour revenir dans ce match-là. Mais les Kings, ils sont totalement arrêtés. Ils sont devenus glaciales à 3 points. 11 sur 17 au premier quart, 4 sur 22 sur le reste du match. Donc derrière, eux, ils ont eu, voilà, ils sont passés de bouillant à glacial. Ils n'arrivaient plus à mettre un shoot extérieur. Et donc, ça nous a permis, enfin, c'est un des éléments qui nous a permis de revenir dans ce match, quoi. Parce que nous, on a continué voilà, d'attaquer le cercle à outrance. Vucevic met 2 paniers à 3 points au début du troisième quart-temps pour profiter encore une fois d'une défense qui vient pas trop faire les close-outs sur lui. Valanciunas, hein, c'est pas le genre de gars qui va au loin pour les défendre sur son vis-à-vis. Et derrière, attaque du cercle, attaque du cercle, attaque du cercle. Kobe White, absolument monstrueux. 4 points à la pause. Il a dit, bon allez, maintenant ça suffit, il faut que je prenne les choses en main. Et les autres joueurs l'ont poussé à faire ça aussi. Et il a été extraordinaire. Extraordinaire. Des attaques du cercle en permanence où il fait parler déjà sa vitesse, sa puissance aussi du haut du corps, tu vois, pour bousculer un peu les mecs qui se mettent face à lui. Et son handle, ses dribbles, ses feintes, des step back, hop, et je te fais sauter et je pars tout seul au cercle. Il s'est ouvert des chemins pour aller au cercle de manière incroyable. Il a mis des N1 en veux-tu, en voilà dans ce troisième quart-temps. Il a mis 15 points dans le troisième quart, 16 points au quatrième quart-temps, genre pour montrer à Demar en face, t'as vu, moi aussi je peux être clutch hein, si j'ai envie. Et il nous a mais, totalement relancé dans ce match-là. Il a vraiment... il a été incroyable. Et on a totalement inversé la tendance. Après, donc, le moment où on était à 59-40 et 19 points de retard, on a signé un 43 à 21. Un run 43 à 21. Et c'est encore un N1 de Kobe White qui nous met devant 83 à 80 vers la fin du troisième quart-temps. Donc le momentum, il a totalement changé. Le switch là, il est impressionnant. Impressionnant. Et donc du coup, on s'est mis bien dans ce match-là. On était devant, on a récupéré tout le momentum. On était vraiment dans une dynamique incroyable. Et Donovan a dit, je vais foutre la merde. Je vais, ouais, je vais tuer ce momentum et je vais faire en sorte de relancer les Kings. Parce que, pourquoi? On ne sait pas. Il a décidé de commencer le quatrième quart-temps avec Patrick Williams au poste 5 et un small ball. Alors, les Kings jouaient en small ball à ce moment-là aussi. Ok, bon, tu veux essayer de le contrer en jouant small ball aussi. Sauf qu'on s'est fait défoncer. C'est à ce moment-là que les Kings sont revenus dans le match, ils sont repassés devant, ils ont pris des rebonds offensifs, parce que bah, Patrick Williams en 5, tu mets le mec qui prend le moins de rebonds en poste 5. Je sais pas, honnêtement, j'ai pas compris cette tactique, parce que Patrick Williams, régulièrement, bah, t'as les meneurs qui prennent plus de rebonds que lui, quoi. Trey Jones prend plus de rebonds que Patrick Williams. Josh Giddey prend plus de rebonds que Patrick Williams.
parfois Kobe White. C'était pas le cas là sur ce back-to-back par exemple, mais enfin, pourquoi? Alors ok, Collins a pas été top top sur ce match-là. Il était un peu bousculé, un peu, voilà, il n'a pas eu trop l'occasion de se mettre en évidence. Ok. Mais quand Vucevic est au repos, Jalen Smith, non? Ça, non? Le mec, il joue plus, c'est mort, quoi. Non. Enfin, je sais pas, il aurait quand même été meilleur que Patrick Williams pour... Mais enfin bon, je sais pas, je sais pas. Heureusement, ça n'a pas duré longtemps. Vooch est assez vite revenu sur le parquet. Et tout de suite, dès qu'il est revenu, ben voilà, on a repris notre marche en avant, on a récupéré des rebonds, on a été capable de faire des hustle plays. Et après, Kobe White a continué son festival. Voilà, comme je disais, il a mis 16 points au quatrième quart-temps. Donc, il nous a relancé dans ce match-là une deuxième fois. Mais un autre qui a été vraiment excellent, c'est Kevin Huerter. Lui, il attendait ce match-là depuis un moment. Sur la fin de match, il était monstrueux, quoi. Il a mis plusieurs paniers à 3 points en face du banc des Bulls, là, dans le corner devant le banc des Bulls, pour crucifier les Kings. Et ça a permis de faire la différence. Et c'est comme ça qu'au final, on s'impose assez tranquillement, 128-116, donc 12 points d'écart. Mais ouais, j'ai pas compris cette histoire de mettre Patrick Williams poste 5 au début du quatrième quart. Ça a failli nous coûter le match. Honnêtement, ça a failli nous coûter le match. Et heureusement que voilà, ça a duré que 3-4 minutes et après Vucci est revenu et ça a changé une nouvelle fois la donne. Ouf, mais sinon, c'était quand même catastrophique, quoi. Euh, Kobe White, il adore la salle des Kings. 35 points hier soir, euh, avec 10 sur 18 au shoot, 2 sur 5 à 3 points, des records en carrière de 13 sur 14 au lancer franc. Et il adore cette salle, parce que déjà l'an dernier, il avait mis 37 points, là, avant il avait mis 36 points, enfin je sais plus si c'était l'an dernier, mais récemment, à chaque fois qu'on va jouer dans la salle des Kings, il cartonne. Donc là, 35 points hier soir, il avait fait un match à 36, il avait fait un match à 37, qui était à ce moment-là son record en carrière. Et donc là, il a continué à être vraiment dominant dans cette salle. Et comme je disais, 13 sur 14 au lancer franc, c'est ses records en carrière. Et dans cette série de 10 matchs de suite à plus de 20 points, c'est un élément qui a été crucial pour lui. Euh, Parce qu'il n'a pas forcément une énorme adresse extérieure sur cette série de matchs à 20 points et plus. Il est à peine à 32-33% à 3 points. Mais par contre, il multiplie les drives au cercle, les lancers francs. Comme je disais, soit en transition où il prend tout le monde de vitesse, soit sur jeu placé avec ses feintes, avec son handle, ou avec son physique, parce qu'il est capable de mettre un coup d'épaule, de bousculer son type et de s'ouvrir le chemin et d'aller finir, conclure main droite, main gauche, avec le contact, aller provoquer les lancers. Ça, c'est vraiment un élément qui était peut-être pas euh, majeur dans son jeu avant, mais là, dernièrement, c'est devenu un truc, mais il compte sur ça et il va vraiment faire la différence sur ça aussi. Voilà, les shoots à extérieur rentrent pas grave, je peux te défoncer d'une autre manière. Et c'est quelque chose qui est relativement nouveau dans le jeu de Kobe White. Il y a un an, il y a 2 ans, tu voyais pas ça. Il y a un an, tu le voyais un peu plus. Et là depuis un mois et demi, un mois, ouah, il est extraordinaire à ce niveau-là. Extraordinaire à ce niveau-là. Donc il élargit sa palette offensive. C'est plus juste un shooter, entre guillemets. C'est un mec qui est capable de. Voilà, même si il y a des soirs, il va être à 4 sur 12 à 3 points, et ben, il va aller chercher 9 sur 9 au lancer, et il va t'enfoncer comme ça. Et ça, c'est très très fort. Ça, c'est très très fort. Parce quand il est comme ça, il est pas loin d'être inarrêtable. Franchement, là, la série sur laquelle il est en ce moment, Kobe White, chapeau. Chapeau, c'est très 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 fort. Très très fort. Et puis un autre qui était, bah, voilà, comme on l'a dit, ultra clutch sur la fin de match, mais c'est le Kevin Huerter Revenge Game. Kevin Hurt them parce qu'il a été vraiment, waouh, il leur a fait très très mal. Il leur a fait très très mal. Et franchement, je pense qu'il attendait ce match-là depuis, bah, quasiment depuis le moment où il a été tradé. Il a regardé le calendrier, il a fait, on se déplace à Sacramento, ok, pas de problème. Déjà la veille à Phoenix, où il avait fait un match plutôt correct, hein, 15 points, 3 sur 8 à 3 points, etc. Mais en interview après le match, il disait il faut vite se reconcentrer parce que demain il y a un autre match, etc. Mais je pense que lui, vraiment, il attendait ce match-là, tu vois. Et c'est peu dire qu'il a fait le job parce qu'il a été extrêmement brillant. 25 points, 10 sur 16 au shoot, 5 sur 9 à 3 points, 4 rebonds, 7 passes décisives, ce qui est son record cette saison. 5 rebonds, pardon. 4 interceptions, 1 contre. Il a été partout. Le seul play, couper les lignes de passe, aller récupérer des rebonds, lancer des transitions, donner des super passes. Il y a un moment, il donne une super passe à Vucevic à l'intérieur aussi.
Non, il a été top, top. Kevin Huerter, c'est vrai qu'on en parle moins que Trey Jones, qui a été excellent depuis qu'il est là. Zach Collins, au début, il jouait pas trop et il a assuré un super intérim quand Vucevic était blessé. Et même là, il continue de donner des minutes intéressantes. Et c'est vrai qu'on a un peu moins parlé de Kevin Huerter, mais parce qu'au début, il enchaînait les briques à 3 points euh, et tu sentais qu'il n'était pas à l'aise. Et depuis la coupure All-Star, ouais, ouais, waouh. Il a montré quand même de belles, belles choses, que ce soit au niveau de l'adresse, même si ça va, ça vient, mais même si ça rentre pas, il va chercher des points au cercle, il est capable de donner des bonnes passes, il va chercher des rebonds, on l'a vu faire, c'est pas un super défenseur, mais voilà, il va s'interposer pour couper les lignes de passe, etc. Donc honnêtement, il a fait un taf de belles, belles qualités sur les derniers matchs, et il faut le reconnaître aussi, il a été, voilà, les 3 joueurs qu'on a récupérés dans ce trade de Zach LaVine ont tous, à un moment ou à un autre, été capables d'avoir un impact positif, donc vraiment, vraiment cool de les voir s'éclater à Chicago et faire le taf pour aider l'équipe à viser haut dans cette quête du play-in, quoi, et aller le plus haut possible au classement. Parce qu'Orlando, on va en parler après du classement, des écarts avec les autres équipes, etc. Mais il y a moyen de mettre un petit peu la pression sur Orlando, quoi. Autre joueur qui était plus motivé que d'habitude sur ce match-là, c'est Vucevic. Parce que depuis la deadline, tu le vois, il traîne son spleen un peu, il est là, bon, vivement la fin, quoi. Mais là, le match d'hier, peut-être que voilà, parce qu'il y avait Zach qui démarre en face, il voulait gagner ce match-là pour voilà, avoir un peu chambrer un petit peu. Euh, il a fait un match, mais vraiment de grosse, grosse qualité et il a eu une part énorme dans le fait qu'on a gagné ce match-là. 24 points, 14 rebonds, dont 6 offensifs, 8 passes décisives. Autant la veille face à Phoenix, il avait fait des stats intéressantes, mais tu n'avais pas l'impression qu'il y avait un énorme impact. Mais autant là, je sais plus, il y avait un joueur comme ça en début de saison, je sais plus là comme ça me revient pas vraiment, mais un joueur qui avait fait des stats intéressantes, mais sans un gros impact. Et là Vucevic, c'est un peu la même chose. À Phoenix, pareil, il avait fait, je crois, 24 points, une bonne adresse extérieure. Il était monté en puissance dans ce match-là, mais c'était pas toujours ultra impactant. Mais alors là, par contre, waouh, le match à Sacramento, ouais, ouais. Alors il y avait peut-être l'absence de Sabonis qui a fait que, mais bon, un pivot lituanien a caché un autre. Il y avait Valanciunas. Et le fait que Valanciunas ne vienne pas, voilà, défendre loin, ça lui a permis d'avoir plus d'espace pour mettre des paniers à 3 points et prendre confiance. Et il a signé un super match. Donc à voir s'il est capable sur le reste de la saison de garder cette motivation et sortir ces matchs-là, mais sur ce match-là, il a été très très fort. Il y a eu un gros gros taf sur les rebonds offensifs. Lui et Julian Phillips ont été vraiment super actifs à ce niveau-là et ça a fait du bien pour amorcer le comeback, quoi. Phillips aussi, gros gros match. Voilà, je dis souvent que s'il marque, c'est bonus. Ce qui fait la différence avec lui, c'est sa défense. Et là, sur ce match-là, 2 points, 1 sur 8, 0 sur 5 à 3 points. Donc offensivement, il est passé au travers. Par contre, 6 rebonds, une interception, plus 18 au plus-minus, comme Vucevic d'ailleurs. Les deux ont mené l'équipe au plus-minus, plus 18. Donc ils ont vraiment eu un impact extrêmement, extrêmement solide grâce à leur activité défensive, grâce à leur activité au rebond pour aller chercher des secondes chances. Et vraiment, ça a fait beaucoup, beaucoup de bien à l'équipe. Et donc, mine de rien, on avait 19 points de retard dans ce match-là et on gagne ce match-là. C'est la 6e fois cette saison, 6e fois quand même, que les Bulls rattrapent un retard de au moins 17 points et gagnent le match. 6 fois dans la même saison, avec encore 12 matchs à jouer, c'est quand même beaucoup et ça montre à quel point cette équipe lâche rien, est toujours là, combative. On l'a dit plein de fois cette saison, c'est ce qui a fait leur force aussi l'an dernier quand il y avait Caruso, etc. Les mecs, tu vois, peu importe les retards, ils sont là, ils lâchent pas les matchs, ils essayent tout ce qu'ils peuvent pour revenir. Des fois, c'est un peu trop court. Et des fois, voilà, voilà, 6e fois cette saison que de moins 17, on vient gagner le match. Et dès le début de la saison, ça avait commencé comme ça en fait. Euh, le troisième match de la saison, on était à. Ou le deuxième match, non, le troisième. On était à New Orleans, moins 20, pas à New Orleans, à Memphis, moins 20, on revient, on gagne ce match-là, de 3 points. 2 jours plus tard, exactement le même scénario. À domicile contre Orlando, on avait 20 points de retard et on gagne de 3 points. Et en gagnant ce match-là, on était à 3 victoires, 2 défaites et c'était la première fois en 2 ans qu'on était en bilan positif. Donc dès le début de saison, on avait
poser les bases de ça, tu vois, et derrière, donc voilà, 6e fois que ça arrive cette saison. Et évidemment, si vous voulez voir toute la liste, sur mon site, il y a la liste de tous les plus gros comebacks de l'histoire des Bulls. Et donc ces 6-là font partie de la liste des plus gros comebacks de l'histoire des Bulls. Il y en a à peu près une quarantaine, je ne sais pas le nombre exact, mais tous les matchs où, depuis au moins, je crois que c'est plus 16, enfin, moins 16, et comeback pour gagner le match. Moins 17, je sais plus. Mais en tout cas, il y en a une bonne quarantaine quand même. Mine de rien, ils sont tous listés sur mon site. Et d'ailleurs, je me suis rendu compte hier soir en mettant la liste à jour. L'année dernière, déplacement aux Kings, début mars, donc il y a quasiment un an jour pour jour, on avait 22 points de retard, on est revenu et on a gagné ce match. Donc pareil, c'est un des plus gros comebacks de l'histoire des Bulls. Comme quoi, on adore cette salle de Sacramento. Donc voilà. Peut-être aller faire un déplacement à Sacramento un jour, parce que c'est sympa les matchs quand on va là-bas, tu vois. On n'est pas bien et puis on revient, on gagne les matchs. Donc, je sais pas. En tout cas, je sais pas, on aime bien cette salle et puis Kobe adore cette salle aussi. Comme je disais, il a cartonné là-bas, donc ma foi, pourquoi pas. Euh, Hommage à DeRozan. DeRozan, évidemment, ça fait toujours plaisir de le revoir. Il a profité de ce match hier pour atteindre les 25 000 points en carrière. Donc ça te pose quand même une carrière, hein. C'est quand même un chiffre qui n'est pas anodin. C'est le 27e joueur de l'histoire à atteindre cette barre en NBA. Donc là, pareil, hein, ça commence à arriver dans des sphères où il y a quand même très très peu de mecs qui sont au-dessus de toi, hein. 27e joueur à le faire. Steph Curry a juste genre 100 points de plus que lui, avec plus de 4000 paniers à 3 points. Et c'est là que tu vois le contraste entre les deux joueurs. Curry avec un bombardement à 3 points toute sa carrière. Alors que DeRozan, bon, bah, on sait que c'est pas sa spécialité. Lui, par contre, les mid-range et les lancers francs, waouh, il en a mis je sais pas combien, quoi. Je sais pas le pourcentage de paniers de DeRozan qui a été inscrit sur des mid-range ou des lancers francs, mais ouh, ça doit être impressionnant quand même. Et pour la petite histoire, c'est assez étonnant, mais il avait atteint les 20 000 points sous le maillot des Bulls face à son ancienne équipe des Spurs. Et là, il atteint les 25 000 points avec les Kings face à son ancienne équipe des Bulls. Mais en tout cas, voilà, c'est 25 000 points en carrière. Ça montre sa régularité. Très très peu de blessures en carrière. Il n'a jamais manqué beaucoup de matchs. Et voilà, régularité incroyable au plus haut niveau. Chapeau à lui parce que 25 000 points en carrière, c'est quand même très 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 fort. C'est pas anodin. Ça arrive pas à n'importe qui, quoi. Zach LaVine a été beaucoup plus discret, par contre, je crois qu'il finit avec 8 points, avec des pourcentages peu intéressants. Jamais vraiment dans le rythme, pas vraiment d'adresse. Voilà, on l'a pas franchement vu, et quelque part, tant mieux, ça nous a permis d'aller chercher ce match-là aussi. Par contre, Malik Monk, lui, il nous a défoncé, hein. Heureusement après, il s'est calmé, parce qu'il a commencé à 5 sur 5 à 3 points. Heureusement, après, il s'est un peu calmé. Mais lui, il nous a fait très très mal. Mais bon, bref. C'est une belle victoire à Sacramento. Mine de rien, on est à 2 victoires, 2 défaites sur ce road trip. Et maintenant, donc il reste désormais 12 matchs. Et on est à. Ça nous a permis de prendre de l'avance sur Miami, qui est sur 9 défaites consécutives. Parce que pendant qu'on a perdu à Phoenix, eux ont perdu. Je crois que c'est eux qui ont perdu sur un. Ils ont perdu contre Houston. Et Orlando a perdu sur un buzzer beater face à Détroit, ou c'est l'inverse. C'est Miami qui a perdu contre Détroit sur un buzzer beater de Kate Cunningham. Enfin, en tout cas, un shoot à la dernière seconde. Et Orlando qui a perdu contre. Enfin, en tout cas, ce soir-là, Miami, Chicago, Orlando, ils avaient tous perdu. Nous, on a rejoué le lendemain. C'était pas le cas de Miami et d'Orlando. Donc, eux, ils jouent ce soir. Orlando joue contre Washington. Et Miami joue contre Houston. Donc, voilà, c'est Orlando qui avait perdu contre Houston. Et Miami qui avait perdu au buzzer à la dernière seconde contre Détroit. Euh, on a, à l'heure actuelle, au moment où on se parle, 0,5 victoires d'avance sur Miami. Donc on consolide notre 9e place, on prend une petite avance. Et on a 2 victoires de retard sur Orlando. Donc ça reste possible, tu vois. Ça reste jouable d'ici la fin de saison d'essayer de, en tout cas, leur mettre un max de pression pour revenir sur eux. Parce que maintenant c'est l'objectif, essayer de revenir sur Orlando, essayer de gratter la 8e place d'ici la fin de la saison régulière et se mettre dans de meilleures dispositions pour le play-in. Parce que voilà, maintenant c'est ça, hein, c'est l'objectif, on sait qu'on va être dans le play-in, on a beaucoup trop d'avance sur les 11e, 12e, on va pas ressortir du play-in, on va être dedans. Maintenant c'est se placer du mieux possible, arriver au play-in avec le meilleur classement et le meilleur momentum possible, et voir ce que ça va donner, quoi. Est-ce qu'on va être capable d'arracher une victoire et aller peut-être jouer un play-off derrière face à Cleveland ou face à Boston? On va savoir. En tout cas, maintenant, c'est l'objectif avec les 12 matchs qui restent. Déjà, on va bien finir le road trip, même si il n'est pas compliqué, il est pas simple le programme qui nous attend. Là, on va à
chez les Lakers samedi soir, 3h30 du matin, dans la nuit de samedi à dimanche. Et ensuite, on termine dans la nuit de lundi à mardi à Denver. Donc voilà, là, le programme, il n'est pas simple. En plus, après, on retourne au United Center pour affronter les Lakers une nouvelle fois. Dallas, bon, bah là, par contre, hein, les mecs, ils sont en perdition complète. Mais bon, ils l'ont cherché aussi. Et on termine le mois de mars avec un déplacement à OKC. Donc encore 5 matchs là, face à des équipes de l'Ouest. On termine le road trip, on revient à Chicago et on va à OKC. Ensuite, on retrouve le United Center, on reçoit Toronto. Et après, sur le mois d'avril, c'est un peu plus calme, hein. Il y a quand même il y a Philadelphie, il y a Miami, donc des équipes qui sont un peu en perdition. Mais bon, on verra à ce moment-là. Là, on va déjà essayer de se concentrer sur bien terminer le road trip, même si on l'a dit, voilà, les Lakers, avec peut-être un retour de LeBron James qui n'a pas joué dernièrement, retour peut-être de Hashimura, Luka Doncic qui devrait être là aussi. Donc, si tout le monde revient sur ce match samedi soir, on va avoir des difficultés. On devrait avoir Josh Giddey qui revient. Lonzo Ball, on ne sait toujours pas. On n'a pas beaucoup d'infos. Donc, on va voir comment ça va se passer pour lui aussi. Et puis après, bah, Denver, lundi soir, ça. Voilà. On va voir comment on termine ce road trip et puis après voir comment ça va se passer pour Orlando, pour Miami. Mais voilà, la course à 3 avec ces 3 équipes pour les places 8, 9, 10 du play-in, bon bah voilà, ça va être ce qui va être l'enjeu principal de cette fin de saison régulière, quoi. Se placer du mieux possible pour le play-in. Donc on va faire le taf du mieux possible et puis on va voir comment ça va se dérouler pour les équipes floridiennes. Et puis voilà, on va se retrouver après le road trip, comme ça on fera un petit bilan après les Lakers et après Denver pour voilà, faire un bilan du road trip et voir un peu où on en est au niveau du classement. Donc d'ici là, portez-vous bien, à très bientôt. Ciao, go Bulls.